Bonjour. Bon, on est là sur le site Enedis, donc EDF de Orvaux à côté de Nantes, parce que les salariés se bougent contre le plan Hercule. Et je me suis dit que c'était quand même un meilleur endroit que ma cuisine pour vous expliquer ce que c'était que le plan Hercule. Parce que d'une part, ça nous est toujours présenté les trucs EDF, l'énergie, machin, comme des trucs techniques, alors qu'en vérité, vous allez voir, c'est pas compliqué à comprendre ce que c'est. Et la deuxième chose, c'est que le gouvernement, il veut surtout pas qu'on en parle. Et il fait tout, tu vois, et il a tout manœuvré, en fait, depuis des années maintenant, depuis que Macron est arrivé à l'Élysée, pour que ça se fasse en douce, par-dessous. Même quand il y a des questions qui sont posées au Premier ministre sur le plan Hercule, il ne répond pas. Il envoie une nana qui s'appelle Bérangère Abba, que personne ne connaît. Je me demande s'il n'est pas secrétaire d'État à la biodiversité, tu vois, genre, pour répondre sur EDF, on envoie la secrétaire d'État à la biodiversité. Et là, ce qu'ils imaginent faire, c'est qu'il n'y ait même pas un vote de l'Assemblée, qu'il n'y ait même pas un vote de représentants sur la scission d'EDF, sur cette privatisation de toute la distribution, et que ça passe par ordonnance. Je ne sais pas si tu imagines, EDF, c'est le deuxième producteur mondial d'électricité, c'est le premier producteur européen, et ils imaginent passer ça sans ordonnance, sans même qui est le minimum de démocratie. Pourtant, Dieu sait que cette Assemblée, ils n'en ont pas grand-chose à craindre, mais juste, si ça passe à l'Assemblée, ça risque d'être médiatisé, ça risque de se voir, ça risque de faire bouger le pays, et donc, ils ne veulent même pas passer par là. Donc voilà, ça rejoint la question démocratique de comment ça se fait qu'on peut imposer un couvre-feu à 18 h sans même que ça passe par l'Assemblée. Comment ça se fait que là, ils détruisent la mission d'information sur le Covid? Non mais t'imagines, à l'Assemblée nationale. Donc la première question est démocratique. Et ils savent que ça peut bouger parce que ça va avoir des conséquences pour les habitants, sur les factures, pour les territoires, pour l'écologie, évidemment pour les salariés. Alors, j'ai bossé cette nuit et hier soir pour vous expliquer ça simplement. Bon, on a eu une pause parapluie parce qu'il y avait trop de flotte sur l'objectif. Moi, ça va, je ne suis pas en sucre. Mais alors, qu'est-ce que le plan Hercule? C'est le découpage de EDF en 3 bouts. D'accord? Alors, pour faire joli, ils appellent ça EDF vert, EDF bleu, EDF azur. Tu vois, ça fait chouette. Tu as l'impression d'avoir, je sais pas, de faire du Van Gogh ou c'est le Picasso période bleue, tu vois. Bon, qu'est-ce que c'est? EDF vert, c'est ce qui va être vendu. Ils disent aux investisseurs, ça veut dire vendu à ceux qui ont envie de se faire du pognon, parce que c'est là où il y aura du pognon à se faire. D'abord, tu as le solaire et l'éolien. Mais surtout, tu as le gros morceau, c'est Enedis, la distribution, qui représente 95% de la distribution d'électricité en France, qui là serait fourguée au privé. Et c'est ça ce qui rapporte du fric. Ensuite, le deuxième bout, c'est EDF bleu. C'est le nucléaire. Là, on comprend que le nucléaire, ça va coûter un paquet de pognon, qu'il faut des gros investissements et tout ça. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire? On le garde public. Et tu as le troisième bout qui est un peu entre les deux, c'est EDF Azur, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire, c'est les barrages. Donc on dit qu'on ne va pas le vendre maintenant, mais à partir du moment où c'est mis en découpe, ça rend la vente beaucoup plus facilitée pour l'avenir. Voilà le plan. Maintenant, pourquoi ça s'appelle Hercule? Je te donne mon explication. Mon explication, c'est parce que Hercule, c'est le fils de Jupiter, tu vois. Et Jupiter, ben, il est à l'Élysée. Et qu'est-ce qu'il veut, Jupiter? Alors, il y a les grands discours qu'il nous fait par temps de crise où il dit ce que révèle cette pandémie, c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché, qui dit même nous retrouverons les jours heureux. Le jour heureux, c'était le titre du programme du Conseil national de la résistance en 1945, qui nous dit qu'il faut de la souveraineté. Tout ça, c'est les grands discours à l'Élysée. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il veut faire? Depuis qu'il est ministre de l'économie, en 2016, et il le déclarait, il voulait rompre le lien entre les activités dans le domaine du nucléaire en France et le reste du groupe. Et il disait à l'époque, en 2016, ce qui impliquerait un démantèlement. Donc voilà ce qu'il veut faire depuis ce temps-là. Alors, ministre, il n'avait pas les coups des franches, c'était pas facile pour lui, il savait qu'il n'allait pas rester longtemps et il était déjà là en train de préparer sa campagne présidentielle. Mais aussitôt élu président, à l'automne 2017, Macron réfléchit avec Alexis Kohler, son bras droit à l'Élysée, à la scission d'EDF, avec d'un côté le nucléaire qui reste 100% public et le reste qui est à privatiser. Alors évidemment, Bruxelles veut ça, Bruxelles veut même qu'on en finisse avec le tarif réglementé, Bruxelles veut la concurrence sur les barrages, sur l'hydraulique, mais Macron, il n'a pas besoin pour vouloir ça que Bruxelles le veuille. Il veut ça. Alors maintenant, quelles conséquences ça a?
moi je pense que ça a comme conséquence la désorganisation. Ils ont déjà désorganisé le train. Tu sais, ça a été la scission du rail et des locomotives. Il y a 20 ans, ça a abouti à un naufrage qui est reconnu par tout le monde, une catastrophe à la fois financière et pour les voyageurs. Et ça a complètement désorganisé ça. Ils ont désorganisé les hôpitaux. On le voit avec les urgences. Là, pourquoi on va peut-être avoir un reconfinement? Simplement parce que les hôpitaux, ils sont sous l'eau très très vite. La digue, elle a diminué parce qu'il faut réduire les coûts. Et puis, il faut avoir la concurrence avec les cliniques et ainsi de suite. Là, moi, je dis que c'est comme si on avait des anarchistes à l'Élysée. Des anarchistes de la concurrence qui réfléchissent seulement avec cette valeur cardinale-là et qui sont prêts là à désorganiser le service public de l'électricité. Ça veut dire un truc qui marche quand même depuis 65 ans. Et je dirais que du coup, ça fait qu'il va y avoir des alliances qui vont dépasser le strict cadre des salariés là, des usagers par exemple. Il y a les associations de consommateurs qui disent quoi? Qui disent attendez, vous avez commencé à privatiser l'électricité, à l'ouvrir son capital en 2006, il y a 14 ans. Vous avez dit que ça faisait baisser les prix, c'était pour ça qu'on le faisait. Et finalement, depuis 2006, le coût il a augmenté de 60% pour les gens. Votre facture, vous regarderez, elle a augmenté de 60% depuis 2006. Alors qu'à l'époque, c'était pour dire ça va faire baisser le prix. Alors quand on dit ça à la Commission européenne, elle répond quoi? Elle répond c'est parce qu'il n'y a pas assez de concurrence. Tu vois, c'est comme les médecins de Molière. On te saigne, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut saigner plus. Donc là, il faut mettre plus de concurrence. Donc ça concerne les salariés, ça concerne les usagers, mais par exemple les collectivités aussi, elles se lèvent pour dire nous, on est très inquiets. Ils ont fait une motion, la Fédération des collectivités, pour dire que leur inquiétude sur cette privatisation. À la fois, pourquoi? Parce qu'ils ont une question sur d'abord l'investissement qu'il continuera à y avoir ou pas sur la distribution, sur les câbles et tout ça, mais aussi, est-ce que finalement, quand on sera dans le fin fond du Cantal, loin des centrales, loin des barrages, loin de toute production d'électricité, on continuera à avoir le kilowattheure au même prix que quand on est pas loin, comme ici à Nantes, de centres de production. Est-ce que ça sera le même prix pour tout le pays ou bien est-ce qu'il y aura des prix différents en fonction de là où on se trouve? Je pense qu'on pourrait avoir une alliance aussi avec les écolos parce que là, c'est le solaire et l'éolien qui vont être vendus, soi-disant pour qu'il y ait des investisseurs. Mais comment on peut imaginer faire une transition écologique de l'énergie avec l'État qui choisit à ce moment-là de se couper son bras, qui était un bras d'action sur le solaire et l'éolien, et qui choisit de le fourguer ça au privé et donc de ne plus avoir de moyens pour agir. Et enfin, je dirais même qu'il peut y avoir une alliance avec des pans du patronat. Je vois par exemple Henri Proglio, qui était l'un des anciens dirigeants de EDF, dirigeant de Veolia, qui vient de dire qu'il fallait sauver EDF contre ce plan Hercule. Pourquoi il peut y avoir une partie du patronat qui se lève aussi? Parce que ça fait 65 ans que ça marche et que la désorganisation du service de l'électricité, ça aurait des conséquences aussi pour les industriels. Voilà. Alors, je pense que du coup, avec les ayatollahs de la concurrence, c'est comme si on avait des anarchistes qui désorganisaient le pays. Il faut dire à Macron, stop, vous avez fait assez de mal à ce pays. Je voudrais faire un petit point d'histoire. Alors, tout est trempé dans mes notes, évidemment. Petit point d'histoire. C'est en 1945 qu'il y a le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés. C'est dans le programme du Conseil national de la résistance. Et je voudrais dire qu'en particulier pour le gaz et l'électricité, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça a été plus facile par exemple sur la sécurité sociale. Il y a eu des résistances de l'ordre de médecins et de choses comme ça, mais il n'y avait pas des intérêts qui existaient déjà à affronter puisqu'on l'inventait, la sécurité sociale. En revanche, le gaz et l'électricité, ça existait déjà dans le pays et c'était à des compagnies. Et des compagnies qui étaient puissantes, des compagnies qui avaient des relais à l'Assemblée nationale, qui avaient des relais dans les ministères. Et donc Marcel Paul, qui est le ministre communiste de l'époque, qui décide ce retour à la nation du gaz et de l'électricité, il a là à mener une véritable bataille contre ces intérêts-là.
Et par exemple, il y a une phrase que je cite souvent à mon équipe, quand elle me dit « oui, mais c'est pas possible, machin », Marcel Paul, il est entouré par les juristes de son cabinet et il dit à ses juristes « écoutez, moi je vous paye, c'est que vous trouviez les moyens de me permettre de réformer ». Réformer, c'était un mot positif à l'époque, hein. C'est depuis les années 80 qu'on en a fait un mot négatif. Je vous paye pour me trouver les moyens de réformer, je ne vous paye pas pour que vous me disiez pourquoi c'est pas possible. Et ça, c'est ce que je réponds souvent aux gens de mon équipe qui commencent à me dire « oui, mais alors, est-ce que dans le code machin, ça va être possible de… » Il faut faire. Donc voilà, parce qu'il a une bataille à mener contre la bourgeoisie, y compris qui l'entoure, parce qu'elle a les compétences scolaires, elle l'entoure dans les cabinets et tout ça. Donc avec, dans le pays, évidemment, les résistants qui sont sortis des maquis éventuellement avec des fusils, avec des millions de personnes, 5 millions je crois, qui sont syndiqués à la CGT, avec des millions de personnes qui sont au Parti communiste, donc il y a une force sociale là qui permet d'imposer un rapport de force et on finit par avoir le gaz et l'électricité publics. Mais aussi c'est une bataille qui n'est pas seulement pour un dogme chez Marcel Paul, c'est pour des raisons d'efficacité. Il faut voir l'extraordinaire efficacité que ça a été ce service public. Qu'est-ce qui se passe? En 1944, à la Libération, les gens ils seront obligés d'allumer des bougies parce qu'il y a des coupures tout le temps, c'est le bazar. Et en 2 ans, en 1946, on est à 25 milliards de kilowattheures produits. Alors ça veut dire quoi, 25 milliards, on voit pas trop. Il se trouve qu'en 1939, on était à 18 milliards de kilowattheures produits. Ça veut dire qu'on a une augmentation de 50% en 2 ans par rapport à avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que non seulement tout ce qui a été détruit par la guerre, en 2 ans, s'est remis sur pied, mais on le dépasse largement. Et ça marche. Je dirais comme la Poste, ça a marché. Comme Télécom, ça a marché. Comme le train, ça a marché. Comme Airbus, ça a marché. Donc, il a fallu c'était un problème pour la droite libérale dans ce pays dans les années 80 de dire il faut privatiser parce que ça marchait, tu vois, par rapport à l'Angleterre de Thatcher où les trains avaient des difficultés, il pouvait y avoir des choses comme ça sur quoi s'appuyer. Chez nous, ça marchait. Donc, c'était un souci. Et là, il y a eu, c'est rentré par le cheval de Troie de l'Union européenne. La concurrence, la concurrence, la concurrence. Et ça avait servi de justification à tous les libéraux du pays pour dire bah ouais mais attendez, c'est l'Europe qui nous le demande, quoi. Et y compris à gauche. Parce que cette histoire de la privatisation de l'EDF, ça commence sous la gauche plurielle de Lionel Jospin. Ça commence sous la gauche plurielle de Lionel Jospin avec le Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque est le ministre de l'économie, et qui opère la coupure entre EDF et GDF. Et il faut se souvenir de ce quoi se vantaient les socialistes à l'époque. La revue socialiste, qui était l'organe du pouvoir, quoi, qui disait en matière de privatisation, la gauche plurielle a réalisé un programme plus important que n'importe quel gouvernement français. Donc c'est l'ouverture du capital de la Poste, c'est la séparation du rail et du train, c'est Aérospatiale qui est refilé à Lagardère, et donc c'est EDF et GDF qui sont coupés en deux et qui deviennent 2 sociétés anonymes, ce qui ouvre la voie à Sarkozy, ensuite comme ministre de l'économie pour ouvrir le capital de EDF et pour procéder à la privatisation galopante du gaz, quoi. Et on peut dire que Macron finalement il poursuit cette œuvre. Je fais une petite parenthèse. À mon avis, ça c'est permis aujourd'hui, ça peut se passer comme ça discrètement sur EDF parce qu'il y a l'éloignement de la Deuxième Guerre mondiale et de son imaginaire. Moi quand j'étais gosse, c'était encore vachement là, les résistants et collabos, qui avait été dans quel camp, où se trouvait le patronat, enfin, et qu'on avait un héritage, qu'on le prolongeait, c'était encore vachement là. Et tu vois par exemple en 2007, quand Nicolas Sarkozy est élu, on a Denis Kessler, le numéro 2 du MEDEF de l'époque et qui était l'idéologue du MEDEF, qui disait il s'agit de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Il y a 2 choses. D'abord, il pensait que le flux était assez mûr, qu'on s'était assez éloigné de la guerre pour le faire. Mais en même temps, il avait encore besoin de le dire. Il avait encore besoin de se référer à cet héritage, ce qui disait qu'en quelque part, il était encore un peu vivant. Tandis qu'aujourd'hui, c'est comme s'il y avait un éloignement suffisant de cette page de l'histoire pour qu'on ait
n'oserais même plus à l'évoquer. Pour terminer, donc, et moi je pense que cet héritage, on doit le préserver. On doit le préserver pour le passé, c'est-à-dire pour les 5 millions de syndicalistes, de CGTistes qui en 1945 ont permis à gratter ça sur le capital, à la fois pour les salariés et les usagers, mais on doit aussi le préserver pour l'avenir. C'est-à-dire que la transition écologique, elle ne pourra pas se passer sans des grands outils aux mains de l'État, aux mains de la population, aux mains de la République, quoi. Et que c'est pas en laissant ça au privé qu'on va s'en sortir. Et d'ailleurs, Macron il le dit lui-même qu'il ne faut pas laisser au tout marché tout ça dans ses grands discours. Bon, pourquoi Hercule? Je termine là-dessus. Pourquoi Hercule? Tu sais, alors je l'ai dit parce que c'est le fils de Jupiter de Macron. Mais il y a un deuxième truc, c'est quand même que je pense que privatiser la EDF, ils savent le pouvoir et quelque part ça se traduit dans l'inconscient du vocabulaire, du lexique qu'ils choisissent. Ça va être un véritable travail d'Hercule, parce que c'est une citadelle, parce qu'il y a des syndicalistes qui vont se bagarrer à l'intérieur, mais parce que aussi ils vont avoir des alliés, à l'Assemblée nationale, évidemment avec la gauche, mais même avec la droite, tu sais, pour des raisons d'efficacité, peut-être par héritage du gaullisme, mais aussi par des raisons d'efficacité. Ils vont avoir des alliés dans le pays avec des associations d'usagers, ils vont avoir des alliés dans le pays avec les collectivités, ils vont avoir des alliés dans le pays, j'espère, avec les écolos. Et même chez les patrons, ils vont avoir des alliés. Donc je pense que si on rassemble tout ça, ça va être comme si Hercule avait à combattre en même temps le sanglier d'Angrimante, le lion de Némée, le taureau de Crète, Cerbère, le chien à 3 têtes, tu vois. Donc il faut que pour eux, ça soit les 12 travaux d'Hercule en une fois et qu'on mate Hercule. Hercule qui, pour la petite histoire mythologique, a quand même commencé sa vie d'homme en tuant dans un accès de folie tous ses enfants, tu vois, il les a pris pour des serpents et il s'est mis à leur couper la tête. Et bien aujourd'hui, je crains que dans un accès de folie de la Macronie, on continue à tuer tous les enfants de la République. Donc on va se bagarrer à l'Assemblée nationale, mais ça suffira pas. Il va falloir que ça se bagarre aussi dans le pays avec les salariés, puis avec vous comme usagers, militants et compagnie. Voilà, allez, ciao ciao. C'est quand même plus confortable dans ma cuisine.